Salut les geeks et salut les geekettes, bienvenue dans ce nouveau 101% de cette nouvelle semaine de 101% qui, comme vous le savez, nous rapproche encore un petit peu plus des vacances. Bien entendu, cela ne nous empêchera pas de retrouver nos rubriques préférées, à savoir les jeux téléchargeables, Oscillation, le Hidden Palace, et tout ça, c'est après les news. l'e-Cube, c'est le plus grand salon consacré aux jeux vidéo. À tous les jeux vidéo, y compris les téléchargeables. Particulièrement bien représenté sur ce salon avec des titres destinés aux shops de la DSi, tels que Mario vs Donkey Kong Mini March Again, entre autres, ou encore l'annonce de la PSP Go qui ne se nourrira que de jeux téléchargés. Du côté de Sony, toujours, l'une des stars téléchargeables de l'e-Cube, c'était Fat Princess, un jeu axé multijoueur en ligne s'articulant autour du concept de capture du drapeau. Sauf qu'ici, le drapeau, c'est une princesse. Il sera nécessaire de la gaver afin qu'elle prenne du poids et ainsi rendre plus difficile sa capture. Plus elle sera obèse et plus l'équipe aura besoin de soldats pour la récupérer. Les soldats se décomposent en 5 catégories dotées d'aptitudes différentes et identifiées par des chapeaux différents. Fat Princess profite également d'un univers graphique exceptionnel tout en cel shading très détaillé. Le jeu devrait sortir avant cet été. Numblast est un puzzle game également prévu sur PlayStation Network. Le but ici n'est pas de réunir des briques de couleurs ou de faire des lignes, mais de créer des réactions en chaîne avec des chiffres. En effet, si le joueur parvient à réunir un carré de 4 chiffres identiques, ceci augmente d'1. L'intérêt étant bien entendu d'enchaîner les combos et d'anticiper les différents patterns. Jamais le mot réflexion n'aura pris autant de sens dans un jeu. Alpha. Gravity Crash, c'est un peu le descendant du dinosaure ludique Asteroids. Le principe de ces deux jeux est en effet quasi similaire. Le joueur pilote un astronef qui doit détruire des débris spatiaux. Contrairement à son ancêtre, Gravity Crash proposera une grande variété d'armes et de power-up, mais surtout une gestion de la gravité. Comme Asteroids, le jeu sera tout en fil de fer et reprendra donc cette séduisante esthétique propre aux années 80. Sauf qu'ici, tout sera fluo néon et pyrotechnique. Gravity Crash se présente ainsi comme la réponse du PSN au somptueux Geometry Wars Retro Evolved de la Xbox 360 et bénéficiera au moins d'un ajout majeur par rapport au titre de Bizarre Creations, la possibilité de créer ses propres stages et de les partager avec ses amis. Pixel Junk est une série très connue des possesseurs de PS3 qui s'est accaparée de nombreux genres. Le jeu de plateforme sous acide avec Pixel Junk Eden et Pixel Junk Eden encore, le jeu de stratégie temps réel façon Tower Defense avec Pixel Junk Monsters, le jeu de course avec Pixel Junk Racers et bientôt le shoot 'em up avec Pixel Junk Shooter. Ce jeu au graphisme radicalement différent de ses prédécesseurs joue sur la dualité entre l'eau et la lave. Le joueur pilote un vaisseau qui doit sauver des rescapés bloqués dans un dédale souterrain, rappelant vaguement Loco Loco. Le bathyscaphe est capable de détruire des couches de roche derrière lesquelles sont stockées des poches d'eau ou de lave. Si l'eau rencontre du magma, cela crée de la roche, et le joueur devra ainsi progresser à travers les niveaux afin de sauver tout le monde. Un titre très intriguant. Cet été, le Xbox Live Arcade accueillera quant à lui Joyride, un jeu de course qui sera disponible gratuitement puisqu'il prolonge la nouvelle expérience Xbox mise en place avec l'arrivée des avatars. Avec ce titre, les joueurs pourront customiser leur véhicule comme ils customisent leurs avatars et moyennant quelques points, ils pourront télécharger de nouvelles missions, de nouvelles courses et ainsi de suite. Vous ne pensiez tout de même pas que le jeu allait être totalement gratuit? Le XBLA est avant tout une machine à brousouf, comme l'a clairement signifié Microsoft en inversant le partage des revenus en sa faveur au détriment des petits développeurs. Joyride. Les accros du point and click seront ravis, le mot est faible, d'apprendre que l'adaptation d'un des plus grands classiques du jeu d'aventure est en développement pour le Xbox Live. On en a déjà parlé dans un précédent 101%, alors nous n'en dirons pas plus. Annoncé sur WiiWare, Cave Story est un jeu très populaire sorti sur Internet en 2004. Il s'est tout de suite démarqué en prenant la forme d'un jeu 8 bits développé dans les années 80. Le personnage peut sauter ou utiliser une des armes cachées dans des coffres à la manière de Zelda. La version Wii promet bon nombre de nouveautés exclusives ainsi que des graphismes retravaillés et redimensionnés pour les larges écrans de nos télés.
Déjà disponible chez nous sur la plateforme WiiWare, Final Fantasy IV The After Years est un titre sorti à la base sur téléphone portable au Japon. Il s'agit en fait d'une suite au 4e épisode de la mythique saga. Le jeu reprend l'esthétique originelle de Final Fantasy IV et non celle de son récent remake DS. Ce sont les fans de rétro gaming qui vont être aux anges, puisque le jeu est du coup tout en sprite et en gros pixels comme au bon vieux temps. Ah là 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 là, quelle belle news, mais qui soulève quand même un épineux problème qui nous taraude toutes et tous. Alors je pose la question qui vous brûle déjà les lèvres. Benoît, cher petit animateur facétieux, que feras-tu de ton été? Bon, ouais, même en cumulant mes indemnités de déplacement, mes congés spectacles, et tout, si je veux pas manger des pâtes tout l'été, en dormant à la belle étoile sur le sable chaud et lisse de Paris-Plage, vaudrait quand même mieux que je me sorte les doigts et que je commence à chercher un petit boulot pour l'été, quoi. Un arubaito, comme on dit là-bas. Les quand même, c'est qu'à part la télé, vous savez, je suis pas très doué pour le reste non plus, hein. Cela dit, j'ai quand même déjà quelques pistes, mais bon, en fait, faudrait que je fasse une petite démo pour mes futurs employeurs potentiels. Je vais essayer de faire ça quand même discrètement, mais bon, ne m'en veuillez pas, j'espère que ça ne perturbera pas trop le 5%, qui se poursuit d'ailleurs avec un jeu en téléchargement sur... soit sur le Xbox Live, soit sur le PSN, peut-être même du Wii machin truc Ware, c'est le WiiWare, c'est ça, hein? Voilà. Bon jeu en téléchargement. La console virtuelle n'est plus seulement cantonnée aux jeux sortis sur les consoles de salon, pour également englober les titres développés sur les bornes d'arcade. Si les premiers jeux disponibles étaient tous de grands classiques Namco, c'est aujourd'hui Sega qui prend le train en marche et en profite pour proposer ses grands succès arcade. Du moins un, mais pas n'importe lequel. Pour la plupart des joueurs qui s'y étaient essayés à l'époque, Space Harrier a quelque chose de particulier, de magique, d'unique. Sorti en 1985 dans les salles d'arcade nippones, c'est une des premières créations de Suzuki Yu, à qui l'on doit des titres tels que Outrun, Afterburner, Virtua Fighter ou encore Shenmue. Le jeu avait marqué son époque, d'une part grâce à ses graphismes chatoyants, mais également grâce à un gameplay plongeant le joueur dans un univers futuriste pour une fois coloré. Il s'agit de la Fantasy Zone, un endroit où les sols sont bariolés et habités par des monstres fabuleux comme des mammouths cyclopes ou des dragons issus de l'histoire sans fin. Fantasy Zone deviendra d'ailleurs plus tard un jeu à part entière se déroulant dans un univers galactique loufoque. Le joueur incarne un soldat du futur qui doit irrémédiablement avancer. Il lui est en effet impossible de reculer ou de freiner. Et s'il peut bien sûr se déplacer dans la direction qu'il souhaite, il ne peut pas se retourner. Space Harrier est donc ce que l'on appelle un rail shooter. Le but est de traverser les niveaux en provoquant le plus de dégâts possible grâce aux puissants canons dont le héros est armé. Presque tout peut être détruit dans le jeu, les décors comme les ennemis. Les adversaires arrivent par salve et attaquent avec des patterns très différents. Un sens de l'observation et du rythme est donc vivement recommandé pour survivre dans la Fantasy Zone. Et attention aussi aux obstacles qui stopperont tout simplement le joueur s'il les percute. En 1985, pour passer un niveau, il fallait souvent fracasser un garde-barrière plus communément appelé un boss. Space Harrier n'échappe pas à la tradition. Le concept de ce titre Sega peut aujourd'hui paraître éculé, mais à l'époque, les jeux de ce type n'étaient pas légion. Le principe du jeu d'arcade réside bien sûr dans la course au high score, et pour s'en sortir dans le monde très fermé du Superplay, il est impératif de bien apprendre les patterns des ennemis, leur rythme d'apparition, etc. C'est toujours un plaisir de pouvoir remettre les mains sur Space Harrier. La console virtuelle nous permet de retrouver à peu de choses près les sensations de l'époque, avec notamment la gestion des options comme sur les cartes arcade. Par contre, pas de stick et encore moins de cabine. On doit se contenter de son pad en mode NES.
Mais malgré tout ça, Space Harrier, en plus d'être un grand classique, reste un excellent jeu. Et ce n'est certainement pas pour rien que son thème musical a été repris par la première émission consacrée au rétro gaming dans le parc audiovisuel français. Voyelle. Consonne. Consonne. Voyelle. Consonne. Consonne. Voyelle. Consonne. Voyelle. Avec 3 lettres de plus, j'avais ma transition. Non, il faut que je trouve autre chose, hein, c'est pas possible. Oscillation est une rubrique qui parle de musique dans les jeux vidéo. Pourquoi ne pas parler d'un jeu musical pour changer? Il en existe un grand nombre pour toutes les consoles, mais aujourd'hui je voudrais vous présenter mon préféré. Il s'agit de Taiko no Tatsujin, un jeu de rythme sorti uniquement au Japon. La série des Taiko no Tatsujin débute en 2001 sur borne d'arcade avec de véritables tambours, puis passe à la PlayStation 2 et la PSP avant d'arriver en 2007 sur Nintendo DS, et c'est cette version que je vous montre aujourd'hui. Dans le jeu, on joue d'un tambour traditionnel japonais appelé taiko, ce qui signifie simplement tambour. Sur les bornes d'arcade, on frappait la membrane avec de gros bâtons en bois pour produire un son assez grave et résonnant. Le but du jeu est de suivre un rythme indiqué à l'écran par des pastilles et symboles de différentes formes et couleurs. La bande originale des Taiko no Tatsujin est très variée. On retrouve parmi ces genres des thèmes d'animé, de la musique de jeux vidéo, de la J-pop, de la musique classique, de la musique traditionnelle japonaise et même de la country. Dans la version Nintendo DS, on frappe son écran tactile avec 2 stylets. Voilà comment on joue. Petite pastille rouge, frappée sur la membrane. Petite pastille bleue, frappée hors de la membrane. Grande pastille rouge, frappée pile au milieu de la membrane. Et grande pastille bleue, frappée en dehors de la membrane, mais très proche du bord. Il y a également 3 roulements de tambour différents. Un roulement normal sur la membrane, un autre qui consiste à faire exploser un ballon, et un troisième qui s'effectue entre la membrane et l'extérieur. Une fois que vous maîtrisez ces quelques éléments, c'est à vous. Le jeu vous propose 4 niveaux de difficulté différents. Le but est de faire un score proche du parfait en ne ratant aucune note et en ayant un timing impeccable. En mode facile, on s'en sort sans problème, ce qui permet un bon apprentissage du jeu sans trop de frustration. La densité des pastilles ainsi que la complexité rythmique augmente avec chaque niveau, jusqu'au niveau diabolique qui demande aux joueurs une telle maîtrise que... Enfin, je vous laisse vous faire une idée par vous-même. Taiko no Tatsujin est incontestablement mon jeu musical préféré. Il demande une très grande maîtrise rythmique, une bonne oreille, une coordination impeccable et représente ainsi un véritable challenge pour tous les joueurs, même les plus avertis. Les rythmes proposés dans Taiko no Tatsujin sont très intelligents, variés, logiques et toujours intéressants. Bref, un jeu incontournable pour les amateurs du genre. Salut les geeks et salut les geekettes, bienvenue dans ce nouveau Question pour un geek. Alors tout de suite chez vous un indice.
Et la première question de notre partie du jour. Alors, attention, je suis une émission de télévision qui est diffusée sur une petite chaîne que pas grand monde regarde. Je suis présenté par un animateur né en 1857 qui porte une cravate, des lunettes. Je parle des secrets cachés du jeu vidéo dans un palais. Je suis, attention, attention. Non, je le fais mal aussi. Bon, c'est pas mal, Non. Je trouverai autre chose. Bonjour et bienvenue dans Hidden Palace. Nous avions vu dans une précédente émission consacrée à Wonder Boy que cette série comprenait de nombreux épisodes et autres spin-offs. Un de ces portages a su évoluer indépendamment de la série originale jusqu'à devenir une série mythique au Japon. Cette série, c'est Adventure Island, plus connue au Japon sous le nom de Takahashi Meiji no Bokenjima. Si ce nom est inconnu pour la plupart des joueurs occidentaux, il faut savoir qu'au Japon, c'est l'un des symboles les plus forts de la génération Famicom. Dans les années 80 au Japon, il y avait un joueur exceptionnel de Star Soldier qui s'illustrait par sa capacité à tapoter très rapidement sur la manette. Âgé d'une vingtaine d'années, le jeune Takahashi Toshiyuki devint alors l'instrument marketing de Hudson Soft qui le propulsa sur le devant de la scène en lui donnant le statut de Game Master ou Game Meijin en japonais. Le terme Meijin, qui signifie maître, était alors réservé aux plus grands joueurs de shogi, les échecs japonais. C'est grâce à ses prouesses sur différents jeux vidéo, mais surtout grâce à sa capacité à appuyer 16 fois sur un bouton en une seconde, que Takahashi Toshiyuki accéda au rang de Meiji. Hudson Soft mit alors en place les caravanes, des événements où les jeunes joueurs pouvaient venir s'affronter ou encore rencontrer leur idole. Les médias n'échappèrent pas non plus au phénomène du jovial Takahashi. Manga, pub, single et même émissions de télé, il était partout. Dans ces émissions, Takahashi était de bons conseils, puisqu'il rappelait aux enfants qu'il fallait bien faire ses devoirs, qu'il ne fallait pas jouer plus d'1 heure par jour et sortir pour faire une activité sportive. Mais ce qui nous intéresse ici, ce sont les jeux vidéo. Et ça tombe bien, car Takahashi Meijin est le héros d'une série tout entière. Il s'agit de Takahashi Meiji no Bokenjima, l'île aux aventures de Takahashi Meijin, plus connu chez nous sous le nom d'Adventure Island. Si le jeu est sorti en 1986 au Japon sur Famicom et MSX, il faudra attendre 1988 pour qu'il débarque aux États-Unis et 1992, soit un retard de 6 ans pour l'Europe. Ce premier épisode de la série Adventure Island est une adaptation du jeu arcade Wonder Boy de Weston pour la console de Nintendo et le MSX. Il s'agit d'un très bon jeu de plateforme action des plus classiques. Suite à des problèmes de droit d'image, Hudson décide alors de remplacer le héros de Wonder Boy par Takahashi Meijin. Le jeu devient très rapidement un des premiers hits d'Hudson et de la Famicom et décide alors de l'exporter. Seul problème, les Occidentaux ne connaissent pas Takahashi Meijin. Le héros se voit alors rebaptisé Master Higgins et le nom du jeu raccourci en Adventure Island. Le scénario extrêmement typique des jeux des années 80 reste inchangé. Tina, la petite amie du héros, a été kidnappée par des méchants. Celui-ci part donc la sauver sans oublier de collecter des bonus, et ici ce sont des fruits. La particularité de Wonder Boy et d'Adventure Island est que le héros pouvait utiliser un skateboard. Mais revenons au Japon. En 1986, lors de la sortie du jeu, Takahashi Meijin est aussi le héros d'un dessin animé. Takahashi Meiji no Bokte Oni, qui se déroule dans un univers proche de celui d'Adventure Island. Il ne faudra pas attendre longtemps pour que l'anime se voie à son tour adapté en jeu vidéo. Ce sera chose faite en 1987 sur Famicom. Bien qu'il s'agisse à nouveau d'un jeu de plateforme, il ne fait pas partie de la série des Adventure Island. Le deuxième épisode de la série principale sort quelques années plus tard en 1991 et il ne faudra pas attendre longtemps pour sa sortie occidentale. Adventure Island 2 marque l'arrivée des extraterrestres dans le scénario ainsi que l'apparition de la carte. Alors que la série avait connu une pause de 1987 à 1991, elle repart de plus belle avec la sortie de 4 jeux durant l'année 1992. Tout d'abord, le mois de janvier voit naître le premier Adventure Island sur console 16 bits, Takahashi Meijin no Dai Bokenjima sur Super Famicom. Si le gameplay reste quasiment identique, les graphismes sont beaucoup plus détaillés et la bande-son entraînante a été composée par Koshiro Yuzo. Ensuite sort en mars Takahashi Meiji no Bokenjima 2 sur Game Boy, qui est un portage de la version NES.
l'époque, le premier épisode n'a pas été adapté sur Game Boy. Cependant, lorsqu'il a été localisé aux États-Unis, le jeu reprend le nom Adventure Island alors qu'il s'agit bien de la deuxième aventure de Takahashi Meijin. Trois mois plus tard, Hudson Soft sort enfin un titre de la série sur sa propre console, la PC Engine. Bien que le jeu s'appelle New Adventure Island, il ne propose rien de vraiment nouveau, puisqu'en réalité c'est un simple remake de l'épisode fondateur de la série. Il ne faut pas confondre ce jeu avec Adventure Island sorti en 1991 sur la même console, qui est en fait le nom japonais de Dragon's Curse, un jeu plus dérivé de la saga Wonder Boy. C'est en septembre que sort le dernier Adventure Island de l'année 1992. Adventure Island 3 sur Famicom, puis sur NES. Le jeu sera porté l'année suivante sur Game Boy, et encore une fois, alors qu'il s'agit du troisième épisode, il s'appellera Adventure Island 2 en Occident. Alors que les consoles 32 bits comme la PlayStation ou la Saturn pointent le bout de leur nez, le quatrième épisode de la série verra quand même le jour sur Famicom en 1994. Adventure Island 4, en plus d'être le dernier jeu de la série principale, est aussi le dernier jeu de la console 8 bits de Nintendo à être officiellement commercialisé au Japon. Super Adventure Island 2 clôt également la série sur Super Nintendo. Il apporte enfin quelques nouveautés au niveau du gameplay avec des éléments RPG. Bien que quelques portages aient vu le jour sur téléphone et Game Boy Advance, la série reste plus ou moins au point mort pendant presque 15 ans. Le seul jeu marquant de cette période reste un remake du premier épisode sur PlayStation 2 et GameCube. Si les graphismes sont désormais en 3D, l'action se déroule toujours sur un plan horizontal en 2D. Le héros a aussi subi un petit lifting, abandonnant au passage son image de personnage bouffi pour un design plus dynamique. Le gameplay quant à lui est inchangé. Ce jeu nerveux et très agréable comporte même quelques bonus à débloquer pour le grand plaisir des joueurs nostalgiques des années 80. Il a fallu attendre avril 2009 pour qu'un nouvel épisode de la licence voie enfin le jour, mais sa faible qualité ne donne pas envie de l'inclure dans la chronologie de la série. Il s'agit d'Adventure Island The Beginning sur WiiWare, une sorte de variation du premier jeu. À la manière du remake sur PlayStation 2 et GameCube, les éléments sont en 3D sur un plan 2D. Cependant, il est beaucoup moins réussi que ce dernier. Les designs ne sont pas très jolis et le gameplay est très imprécis et bancal. Même si le jeu propose quelques bonus comme la Shooting Watch, sa qualité déplorable ne rend pas hommage à la série. C'est d'autant plus dommage puisqu'il s'agissait plus ou moins de célébrer l'anniversaire de Takahashi Meijin qui a eu 50 ans le 23 mai 2009. Ce dernier reste toujours l'ambassadeur de l'éditeur Hudson Soft pour promouvoir de nombreux jeux. D'ailleurs, malgré la popularité du personnage, on le retrouve assez peu dans d'autres jeux. Tout d'abord, il fait partie de la liste des invités de Saturn Bomberman aux côtés d'autres héros d'Hudson, comme Milon, Manjimaru ou encore BC Kid. Ensuite, on le retrouve dans Dream Mix TV World Fighters, une sorte de Smash Bros qui réunit les héros des éditeurs Konami, Hudson et Takara. Takahashi Meijin y affronte des personnages tels que Solid Snake ou encore Optimus Prime. Sa dernière apparition a lieu dans Job Island sur Wii. Ce party game propose aux joueurs d'effectuer divers métiers à travers des mini-jeux. L'un de ces métiers est carrément Takahashi Meijin ou Master Higgins dans les versions occidentales. Le joueur participe à l'une des caravanes d'Hudson et doit appuyer le plus de fois possible sur le bouton pendant le temps imparti. Pourra-t-il atteindre les fameux 16 coups à la seconde ? On remarquera d'ailleurs que Takahashi est désormais chauve et qu'il porte un t-shirt de sa marque 16 Shot. On
On peut aussi apercevoir son double vidéoludique dans un autre job qui propose d'être créateur de jeux. Ce qui est intéressant avec Adventure Island, c'est de voir comment une licence peut évoluer différemment selon son éditeur. Wonder Boy est parti dans une direction plateforme RPG, alors qu'Adventure Island reste dans la plus grande tradition des jeux de plateforme action. Quant à Takashi Meijin, on lui souhaite un joyeux anniversaire pour ses 50 ans. Mes chers geeks, mes chères geekettes, ça y est, j'ai trouvé quelqu'un pour m'embaucher pour cet été. Alors maintenant, il faut que je m'entraîne. Chouchou, beignets, merguez, demain c'est des vies, des bisous, tout plein de bisous, des gros bisous les geeks et les geekettes, pendant tout l'été sur les plages, chouchou, beignets.